je veux saluer d'abord une nouveauté. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, nous sommes dans nos travaux à l'heure. Et nous le devons. Tu peux me monter le retour un peu? Je sais bien qu'on risque du Larsen, mais j'entends pas bien le... Nous sommes dans nos travaux à l'heure et nous le devons à une seule personne qui va se lever, c'est Maude Gattel. Ça ne s'est jamais produit, mais vous comprendrez la phrase que je vais dire. Maude a été à bonne école. Et donc, j'étais très surpris par cette réalité nouvelle et très heureux de cette discipline que nous avons été capables de porter, que tu as été capable d'imposer avec une autorité souriante, mais non moins ferme. C'est Maude et notre nouvelle secrétaire générale dans une nouvelle équipe que j'ai été très heureux de former et que je suis très heureux de saluer. Alors vous avez entendu Marc à l'instant. J'étais très content. Marc est venu à Pau la semaine dernière inaugurer une foire agricole et j'étais très très fier pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est qu'il était splendidement accueilli par le monde agricole, qui n'est pas un monde facile, qui est un monde totalement authentique. Et un ministre de l'Agriculture accueilli et aimé par l'univers dont il a la charge, c'est rare. Et vous pouvez l'applaudir pour ça. Et puis parce qu'il a épaté tous ceux qui étaient présents par un discours remarquable, remarquablement construit et remarquablement porté. Alors pour ça aussi, je veux lui dire merci, parce que c'est bien que le premier vice-président de notre mouvement ait cette faculté de mobilisation. Alors je ne vais pas égrener la liste des vice-présidents, mais comme il y a les ministres, puisque Geneviève est la vice-présidente suivante, donc je salue les trois ministres après Marc. Geneviève, Jean-Noël et Sarah. Et je salue particulièrement Patrick Mignola, à la fois pour le travail qui a été le sien à la tête de notre groupe, pour sa présence dans les médias et pour le travail qui va être le sien dans la responsabilité de responsable de tous les porte-paroles du mouvement. Ils sont là, elles sont là, plusieurs, et donc je suis très heureux que le combat continue. Ayant salué les parlementaires élus, je veux à mon tour saluer ceux qui se sont présentés à cette élection, soit qu'ils fussent sortants, soit qu'ils souhaitent entrer, et qui n'ont pas eu la chance que les électeurs les choisissent. On a fait une fête très sympathique autour d'eux, et je voudrais vous demander de les applaudir, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus. Alors je veux aussi saluer nos hôtes au double sens du mot. Vous savez que le mot hôte, à la différence du mot hôtesse, grammaticalement, il y a dans ce sujet une discrimination. Les hôtes, c'est à la fois ceux qui reçoivent et ceux qui sont reçus. Hôtesse, ça ne marche pas pour celles qui sont reçues. Donc nos hôtes de Guidel, à qui nous sommes fidèles depuis 10 ans, on a tant de souvenirs dans ces murs, et tant de visages, y compris ceux qui ne sont pas là. Et donc nos hôtes de Guidel, de ce village vacances, que je voudrais vous demander de remercier par vos applaudissements.
Et puis, ceux qui sont venus nous voir, alors je ne les citerai pas tous, c'est sûrement dans le désordre, Jean-Yves Le Drian, Stéphane Séjourné, Édouard Philippe, Jean-Christophe Combes, François Braun, Gabriel Attal. Un mot particulier pour Elisabeth Borne, qui est venue nous voir jeudi et nous a apporté une lecture que je trouve prometteuse de la situation, donc je la salue particulièrement. J'aurais aimé que Richard Ferrand soit là, breton, alors je lui adresse, par l'intermédiaire des ondes, notre salut et notre affection. Et évidemment, toute notre équipe. Alors, toute notre équipe que Maud a mise en vedette, et notamment toute notre équipe du siège. C'était une très bonne idée. Ça fait des années que j'en rêve. Mais mes amis savent que je ne les convainc pas à chaque fois que je défends une idée, même si cette idée est évidemment la meilleure. Donc, il arrive qu'il regimbe. Il se trompe assez souvent. Je veux dire simplement que joindre les journées parlementaires et notre université de rentrée, c'est une très bonne idée. Ça me rappelle ce qui se passe dans les grandes formations politiques britanniques qui font un congrès par an avec les parlementaires et avec les militants. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous sommes en train d'inventer, de réinventer dans ce Guidel Plus qui est pour nous un moment de rencontre, de mobilisation. Je suis très, très fier avoir près de 1000 personnes qui sont passées pendant le week-end, plus de 750 participants payants, ayant pris chacun une part de la charge. Donc c'est très important parce que je crois que ministres militants, députés militants, sénateurs militants, parlementaires européens militants, responsables militants et militants militants, c'est une inspiration réciproque. On se transmet des raisons d'engagement. On se transmet des raisons de partager une conviction. Et donc, évidemment, c'est pour nous. Jean-Paul, alors, Jean-Paul et moi, c'est une histoire plus longue que Guidel. Donc, nous avons partagé beaucoup de combats, beaucoup d'engagements, sans imaginer jamais que ça pourrait prendre cette tournure-là. Et donc, j'ai particulièrement apprécié, il est président de la Commission des Affaires étrangères, ce que Jean-Louis Bourlange a dit hier et dit tous les jours dans son analyse acérée de la situation. Et donc, pour cette inspiration réciproque, vous en êtes les porteurs. J'étais très frappé parce qu'il y a une jeune femme que vous aviez invitée, Marc, à la table ronde agricole, qui s'appelle Émilie Janin, qui est une éleveuse de bovins. Et à la fin de la table ronde, elle a demandé la parole pour dire quelque chose. Elle a dit « Écoutez, je suis absolument stupéfait, vous avez tous la banane ». Elle venait dans une réunion politique, elle avait l'impression que c'était des gens qui étaient là un peu par force, un peu par fonction, et elle a découvert que dans nos rangs, il y avait comme une joie de vivre, qui n'est pas seulement une joie de vivre, qui est une joie d'engagement, qui est quelque chose qui nous pousse à nous lever tous les matins, et dans les bons et dans les mauvais jours, à être là comme une force qui va. Alors j'étais très frappé, elle a dit « Vous avez tous la banane et ça donne de l'espoir ». Ça lui donnait de l'espoir à elle. Et visiblement, elle avait besoin qu'il y ait comme ça une transfusion d'espoir depuis une formation politique.
moi, je n'ai pas seulement été frappé par cette apparence ou cette réalité de joie de vivre, j'ai été frappé parce que c'est un mouvement politique en plein épanouissement, avec des talents nombreux et des talents en éclosion, des talents en progression et des talents en éclosion. Et comme vous imaginez, dans l'histoire de ma vie, ce n'est pas tout à fait rien. Ce pari fou, inimaginable aux yeux de tous les observateurs politiques, que l'on pouvait faire sauter je dis souvent, les deux tours jumelles des deux partis principaux qui orientaient, commandaient, construisaient la vie politique française, un à droite et l'autre à gauche. Et si ce n'était pas l'un, c'était nécessairement l'autre. S'avancer devant les Français et leur dire « nous allons faire sauter cette fatalité ». Entre nous, c'était dingue. En tout cas, tout le monde considérait que c'était dingue. Et on venait après, Marc, tu l'as rappelé, et Maud aussi, de très longues décennies de combats politiques, parce que nous allons fêter l'année prochaine, enfin dans 2 ans, le 100e anniversaire de ce courant politique, avec la naissance du Parti démocrate populaire. Vous voyez qu'il n'y a rien qui change, hein. Et c'était déjà Jean-Paul, des députés de notre circonscription qui étaient là. Alors après... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de Bretons, mais le premier président du groupe du Parti démocrate populaire, il s'appelait Auguste Champetier de Ribes et il était député des Pyrénées-Atlantiques. C'est comme ça, c'est un fait. Et vous savez, alors, encore une fois, ce n'est pas pour exclure les Bretons. Je peux dire une vacherie qui s'adresse ni à toi, ni à Bruno Joncourt qui est là, ni à Jimmy Pain. Ce n'est pas pour exclure les Bretons. J'ai trop souvent regretté que les Bretons s'excluent eux-mêmes de la construction de ce grand courant politique dont ils ont été les fleurons et les piliers, et dont parfois ils ont peut-être, pour certains, oublié la vocation. Et donc, c'est une déclaration d'affection à ceux qui ont repris le flambeau, Bruno, et qui le lève et qui le porte. Bruno, c'est Bruno Joncourt qui est au 2e rang. Là. Alors, vous inquiétez pas, hein, ce n'était pas un produit local. Hein, c'est parce qu'après, il y a eu 40 ans de désert. Et puis après, on a repris le flambeau. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de très fort entre nous, de très puissant. C'est que nous sommes engagés dans la même recherche. Nous sommes irrigués de la même sève, comme on dit pour les arbres. Et pour moi, ça n'est nullement la considération de ce qui s'est passé. Nous avons de grands philosophes dans nos rangs, mais il y a une chose qui nous caractérise, c'est que nous sommes et nous devons être des bâtisseurs. Nous voulons construire le nouveau monde. Et nous voulons construire un nouveau monde qui soit, j'en parlerai, caractérisé et tout à fait singularisé par des vertus morales et civiques que j'essaierai d'aborder rapidement dans ce discours-là. Mais je voudrais dire que, avant d'entrer dans cet état du monde, je voudrais dire que nous ne nous battons pas que pour nous. Alors je voudrais, sur cette tribune, évoquer les Ukrainiennes et les Ukrainiens. On a vu avec Oksana que c'était formidable. La mobilisation d'un peuple et les maris qui disent
à leur femme pars avec les enfants, moi je reste pour me battre, et qui réussit à renverser l'armée qu'on considérait comme l'armée de terre la plus puissante au monde. Alors je ne dis pas que c'est définitif, je ne dis pas que les combats sont gagnés, je ne dis pas que la guerre est finie, mais quel exemple absolument incroyable pour faire mentir les Cassandres mondiales et les Cassandres françaises. Hein. Des gens qui se présentent comme visionnaires et qui ont dit des énormités dans cette affaire en expliquant que il était stupide de croire que la petite Ukraine, d'abord ils ne connaissent pas très bien la géographie, c'est ceux qui disent ça, mais que la petite Ukraine allait tenir tête à l'immense armée russe. Donc les Ukrainiens et les Ukrainiennes d'abord. Les Iraniennes, les femmes d'Iran, je trouve... Je trouve extraordinaire et extraordinairement revivifiant, roboratif et émouvant. Parce qu'une jeune femme a été tuée de manière obscène pour des raisons de voile, comme vous le savez, que tant et tant d'Iraniennes se lèvent et que, comme un drapeau, elles arborent le voile enlevé. Elles montrent, quelquefois en le brûlant, à quel point elles sont de la même race, du même mouvement que cette jeune femme iranienne assassinée. Alors si nous pouvons nous souvenir des femmes iraniennes dans leur combat et ne pas les abandonner, je trouverais que c'est bien. Je voudrais au passage dire un mot, alors elles ne sont pas dans la révolte, elles sont dans l'oppression, des femmes afghanes, des petites filles afghanes à qui on interdit d'aller à l'école, des adolescentes afghanes à qui on interdit d'aller à l'université, et des femmes afghanes à qui on interdit de sortir. Et elles sont, pour nous, toutes celles-là, une des raisons d'engagement, une des raisons de combat, et il faut leur dire. Et je veux dire un mot, après avoir parlé de nos frères ukrainiens, je veux dire un mot de nos frères italiens qui votent aujourd'hui. Et qui votent aujourd'hui dans une circonstance politique dont chacun d'entre nous savons qu'elle est délicate, inquiétante. Et je veux saluer le mouvement qui s'est constitué autour du Parti démocrate européen, dont j'ai la chance d'être le créateur et le président. Et Sandro Gozzi, le secrétaire général, était là hier. Il a joué un rôle dans l'édification de cette force-là. Elle est remarquable et si elle continue, elle sera considérable un jour. Alors je salue nos amis italiens de Italia Viva. J'en viens à l'état du monde, qu'on a abordé plusieurs fois, mais qui pour moi est absolument central. D'abord parce que nous prenons le monde comme il est. Nous essayons avec lucidité de voir où il en est, c'est-à-dire de prendre la mesure de la spectaculaire dégradation de l'ordre mondial. Je dis dégradation, alors l'ordre précédent était imparfait, je ne dis pas que c'était un ordre idéal. Mais au moins il était lisible, c'est-à-dire que tous ceux dont le métier est de décider à partir d'anticipation, savoir ce qui va se passer, tout cela avait au moins des raisons de prendre des décisions stables. Alors ça n'est pas très commode et pratique aujourd'hui, et je dis que nous prenons le monde tel qu'il est en ayant pour but de le changer à notre mesure, à la mesure de nos forces. Alors, il y avait 3 moteurs dans le monde d'hier. Et ils sont aujourd'hui, chacun des 3, en difficulté, peut-être pas tous en panne, mais pas loin. Il y avait la Chine,
qui traverse ou qui est entré dans une période de profonde remise en question intérieure. Pour deux raisons qui se sont conjuguées l'une et l'autre. La première, c'est la démographie. Selon les démographes, qui eux ne peuvent pas se tromper, parce que tous les gens qui vont mourir sont nés, on sait à peu près à quel âge ils vont mourir, sauf nous évidemment, on sait à peu près à quel âge les choses basculent, jusqu'à quel âge on peut travailler. Donc c'est une science exacte, la démographie, à la différence de beaucoup d'autres sciences sociales. Les démographes disent que la Chine va perdre 500 millions d'habitants dans les 30 ans qui viennent. 500 millions d'habitants, c'est la population totale de l'Europe, de la grande Europe, pas seulement de l'Union européenne. Et imaginez ce que ça représente. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un peuple est vivant quand sa démographie est vivante, quand il y a vitalité. Et nous avons tort de ne pas y penser pour nous-mêmes. Le plan, le commissariat au plan a édité une étude sur la démographie il y a quelques mois qui essaie d'exprimer cette inquiétude-là, pas seulement pour les autres, mais pour nous. Et les déséquilibres démographiques, c'est pas seulement le nombre d'un côté et la rareté de l'autre. C'est qu'il y a des crises économiques et des violences guerrières qui se cachent derrière ces déséquilibres. La loi des vases communicants, elle n'est pas vraie qu'en physique. Elle est vraie aussi en géopolitique. Alors imaginez ce que c'est un peuple qui a la certitude de perdre plus du tiers de sa population par l'âge dans les 30 ans qui viennent. Histoire terrible. On ne se rend pas assez compte que le choix politique que la Chine a fait, enfant unique, ça a une signification qu'on ne mesure pas du tout, parce que pour nous, les familles à enfants uniques, c'est classique, il y en a plein, et c'est des amis, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant unique généralisé, ça veut dire qu'il n'y a plus ni oncle, ni tante, ni frère, ni sœur, ni cousin, nulle part dans la société chinoise. On n'est plus relié que verticalement. Et un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune femme a 2 parents. Point. Eh bien, c'est un changement anthropologique dont il faut essayer de prendre la pleine mesure. Et vous avez vu que les autorités chinoises, conscients de cette nécessité démographique, l'an dernier, ou il y a 2 ans, ont libéralisé le 2e enfant, et l'an dernier, le 3e enfant, et autant qu'on veut. Ils n'ont pas fait davantage d'enfants pour autant. Il n'y a pas eu d'effet, parce que l'imprégnation du modèle de l'enfant unique sur les consciences, sur la manière d'être, eh bien, ça change considérablement ce que les êtres humains vivent et font ensemble. Donc ça, c'est la première raison pour que la Chine soit en situation d'interrogation. Il y a une deuxième raison, c'est la politique zéro Covid. La Chine a choisi, pour des raisons que les historiens interrogeront un jour, qu'au lieu de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire vaccination d'abord et vivre avec les épidémies résiduelles ensuite, en ayant ce que, j'ai un fils vétérinaire, donc spécialisé en virologie, ce qu'on appelle en virologie l'immunité de troupeau. C'est comme ça que ça s'appelle, y compris pour les êtres humains, et souvent c'est justifié. Et donc, donc l'immunité de troupeau, et nous arrivons à vivre avec le virus jusqu'à maintenant. Peut-être on aura des mutations plus dangereuses, mais on fera face. Notamment parce qu'on a beaucoup progressé en vaccins. Et donc, ils ont choisi une autre politique qui est l'idée
peut-être le fantasme, de l'exclusion du virus. Zéro Covid. Il y a des dizaines de millions de personnes et des centaines et milliers de centres de production qui ont été totalement arrêtés et toutes les familles interdites de sortir de chez elles pendant des semaines et des mois. Et tant de gens enfermés qui ne peuvent plus sortir même pour chercher du secours parfois, dans des tours. Ça donne des images d'une terrifiante violence. Violence sans violence et parfois violence avec violence. Parce qu'il faut punir naturellement tous ceux qui ne respectent pas ces consignes. Et des centaines de milliers d'Occidentaux sont partis de Chine. Tous ceux qui faisaient le lien, le pont entre la Chine et l'Occident sont partis. Alors est-ce que c'était volontaire? Est-ce que ça ne l'était pas? Les historiens répondront à cette question. Mais ça fait que la Chine, qui était sur une croissance moyenne de quoi 7-8% par an, va se retrouver cette année proche de zéro. Au dernier trimestre, ça a fait 0,2 la croissance chinoise. Alors imaginez ce que c'est une société qui a les problèmes que je décris et qui en même temps, qui a le problème que je décris, qui surfait sur sa croissance pour y répondre et qui se retrouve tout d'un coup en situation périlleuse. La Chine, les États-Unis, je ne vais pas m'étendre longuement. La puissance américaine, elle existe, mais les ruptures à l'intérieur de la société américaine, le retour de tout le refoulé, le retour y compris des références à la guerre de sécession. Et vous savez quel était le sujet de la guerre de sécession, hein, c'était l'esclavage. C'était la situation des Afro-Américains, comme on dit. Et ça revient avec une violence, et c'est toute l'histoire du wokisme qui menace l'université américaine. Et un peu, si nous ne faisons pas attention, l'université française. Cette idée-là, je vais y revenir, et Marc l'a effleuré aussi. Cette idée-là, selon laquelle nous aurions, les grands pays avec la grande histoire qui est la nôtre, nous aurions des ennemis dans notre propre histoire, et qu'il faut relire l'histoire en clouant au pilori, en mettant en accusation ceux qu'on avait l'habitude de considérer comme des pères fondateurs, avec toutes les erreurs que le temps fait pour ceux qui sont aux responsabilités. Et donc, cette fragilité de la société américaine, l'ultra-présence de la violence ou la présence de l'ultra-violence constamment, et avec des forces politiques dont M. Trump est le porte-parole ou le porte-casquette, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc, Trump est le porte-drapeau de cette remise en cause par les Américains de l'Amérique. Et donc, quand vous vous trouvez dans un pays ou une société où les forces de destruction viennent de sources internes au pays et que vous n'avez pas les mécanismes immunitaires pour y répondre, alors c'est un pays qui est en danger et au risque. Et je pense avec beaucoup d'affection au peuple américain. Une partie de ma famille est américaine, donc tout ça est de la famille de ma femme pour être exact. Et donc tout ça est impressionnant. Et l'Europe qui devrait être un facteur de stabilité, de dynamisme, l'Europe, elle se trouve aux prises avec la guerre en Ukraine, avec les conséquences du choix désastreux que les hommes politiques allemands ont fait de se mettre entièrement dans la dépendance de Poutine et du gaz russe. Il faudra un jour interroger les raisons qui ont fait que nombre de politiques allemands
ont favorisé, poussé dans le sens de cette politique de dépendance au gaz russe. Et quand on regarde l'évolution professionnelle de ceux qui ont exercé ces responsabilités, on a quelques inquiétudes. Mais l'Allemagne malade, c'est l'Europe malade. Et donc on a les trois facteurs, les trois moteurs qui sont en situation périlleuse, et c'est un très grand danger pour nous. Dans ce monde-là, c'est la France qui doit assumer une mission, c'est la mission de reconstruction de l'ordre mondial, un ordre le plus équilibré qu'on puisse trouver, et nous avons des responsabilités. Le discours du président de la République à l'ONU a été, pour la France, un moment de reconnaissance, un moment d'influence, un moment où on a été fiers. Moi, j'ai été fier d'écouter ce discours, parce que tout d'un coup, tout ce qui était des questions brumeuses dans l'ordre international, dans la situation de chacun des pays, dans les relations avec chacun des pays, tout ça est devenu parfaitement lisible et parfaitement juste à entendre. Et donc la France joue un rôle. Et ce que le président de la République a dit de la manière la plus explicite, ce qu'il a dit, c'était que nous avions des responsabilités les uns chez les autres. Que les pays n'étaient pas enfermés dans leur univers de frontières nationales, qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, qu'il y avait entre les pays, selon une charte de valeurs parfaitement claire, qu'il y avait des choses inacceptables et que nous n'accepterions pas et que nous n'acceptons pas. Et pour moi, c'est très, très important dans l'histoire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la Société des Nations en 1934, si je ne me trompe pas. Il y avait un juif qui a porté plainte devant la Société des Nations en dénonçant, il a réussi à passer les filtres successifs en dénonçant les exactions, les humiliations, les attentats dont ces coreligionnaires étaient victimes dans le monde nazi. On est très tôt dans l'histoire. Et celui qui représente le gouvernement national-socialiste, c'est Goebbels, à la Société des Nations. Et Goebbels monte à la tribune et il nie pas du tout les accusations. Et il dit cette phrase que nous avons tous en mémoire, il dit « Charbonnier est maître chez soi ». Nous ferons, je cite à peu près... Qu'est-ce qui se passe ? Je cite à peu près exactement la phrase de Goebbels. Il dit « Charbonnier est maître chez soi, nous ferons ce que nous voulons de nos communistes, de nos socialistes et de nos juifs. » Et personne ne répond. Et René Cassin, qui assistait à cette séance, le très grand juriste René Cassin, celui qui va faire les institutions et la charte des droits de 45 et 6, René Cassin dit « C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'humanité courait à sa perte. » Parce qu'à la Société des Nations, personne n'a contredit Goebbels. Et ce que j'aime dans la période, notamment venant des dirigeants français, c'est qu'au lieu d'accepter l'inacceptable, ils sont montés à la tribune pour dire que nous ne l'accepterions jamais. Depuis le premier jour, Jean-Yves Le Drian nous l'a rappelé hier, jusqu'au discours à l'ONU, et ça mérite qu'on soit fiers. Alors, je crois que la France serait mieux armée que les autres, pourrait être mieux armée que les autres, parce qu'elle est
un pays magnifiquement équipé, avec un contrat social dont tous nous savons à quel point il est rare dans le monde, depuis l'école maternelle jusqu'au Collège de France, depuis le dispensaire du coin de la rue jusqu'aux plus grands hôpitaux, quelle que soit la situation sociale de ceux qui sont atteints par la maladie, doté d'une capacité d'indépendance, marque d'abord de souveraineté alimentaire, et ça compte, de souveraineté énergétique grâce à la réorientation qui a été faite, et nous y avons joué un petit rôle sur la production d'électricité nucléaire, dont j'espère que d'ici 4 mois, les plus grands embêtements seront effacés. On est formidablement outillés pour faire face. Mais la division constante, perpétuelle, voulue, alimentée, excitée, est malheureusement une menace sur notre destin. Alors je voudrais m'arrêter une seconde à ça, à cette idée. Ces forces de division et de détestation, les femmes contre les hommes, la couleur de peau contre l'autre couleur de peau, la classe sociale contre d'autres classes sociales, la danse du scalp autour des supposés riches, la mise en accusation publique sur des affaires privées par des responsables politiques qui vont à la télévision pour pointer du doigt et clouer au pilori sans avoir, me semble-t-il, de preuves indiscutables, en disant même qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible, la dénonciation publique, les salariés contre les patrons, les salariés contre les entreprises, tout ça, ce sont ces forces de division. Ça a un nom, c'est la guerre de tous contre tous. Et notre mission contre la société d'affrontement, c'est de construire une autre société, un autre projet d'avenir que j'appelle la société d'harmonie. Une société, une cité harmonieuse. Ah, pas une cité où il n'y a plus aucune difficulté, mais une cité dans laquelle on affirme sans trembler qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas prises dans la guerre des femmes contre les hommes. Ils ne sont pas tous formidables. On en sait quelque chose. Mais il n'y a pas de guerre. Il y a un destin à construire ensemble. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pris dans la guerre des salariés contre les patrons parce qu'ils savent que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y aura pas de salariés, on ne pourra pas avancer. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui demandent qu'on requalifie leur contrat de travail quand ils sont indépendants en contrat de salarié. Et puis il y a beaucoup de gens, nous en sommes, permettez-moi de dire en votre nom que j'en suis, qui considèrent que le pluralisme des religions ne doit pas entraîner de guerre de religion. Et notre affirmation ici, c'est que contrairement à ces feux de broussailles qu'on allume constamment et dont on sait les dégâts qu'ils peuvent faire, on l'a vu assez souvent ces temps-ci, contre tout cela, nous pensons que nous pouvons vivre ensemble, que nous pouvons et que nous devons vivre ensemble. Et tel est notre projet, telle est notre résistance, telle est notre volonté de ne pas nous laisser entraîner dans cet affrontement de division qui dérive en haine. Nous voulons construire ensemble le monde meilleur que nous attendons. Alors, ne me prenez pas pour un idéaliste déjanté. Je sais que la division est dans la nature humaine. C'est même dans l'étymologie. Vous savez, quand le mot « diable »
Ça vient du grec diabolos, et diabolos, ça veut dire le diviseur. Et il n'est pas un militant d'association de pêche à la ligne ou de joueurs de bridge, je ne parle même pas des associations sportives et encore moins des associations culturelles. Il n'y a pas un engagé qui ne sache que tout le temps, la division est présente. Et c'est Jules César qui disait ça. Il disait dans les villages gaulois, il y a toujours au moins 3 partis. Un pour, un contre, et celui qui est contre les 2 autres. Et c'est vrai, la dernière partie de la phrase, c'est moi qui l'ai inventée, mais... Mais qu'il y ait toujours au moins 3 partis, 13 partes, ça c'est de Jules César. C'est dans la guerre des Gaules, vous pouvez le vérifier. Et donc, je sais très bien la nature humaine. Mais nous pensons, alors c'est là que nous entrons dans notre philosophie politique, dans ce qui nous fait avancer et vivre ensemble. Nous pensons qu'il y a des stratégies pour réduire les divisions et rendre le monde plus vivable. Et le moyen de réduire les divisions et de rendre le monde plus vivable, ça s'appelle démocratie. La démocratie, c'est ce qui transforme les haines et les détestations en pluralisme. On s'affronte, on n'est pas du même avis, on est différent, mais après on peut vivre ensemble. Et donc, cette manière de ne pas nier les divisions et l'esprit diviseur, mais de les sublimer ou de les métaboliser, c'est évidemment très important. Et il y a des techniques. Il y en a plusieurs. Alors, je trouve que ça tombe bien. Il y a une première technique qui est de penser l'avenir dans des plans. Quand je me suis battu pendant des décennies, vous en êtes témoin, pour essayer de faire revivre cette idée de plan en France. Le plan, c'est la capacité de faire le constat de la situation dans laquelle on se trouve, de désigner l'avenir qu'on compte atteindre et de marquer des étapes pour y parvenir. C'est ce qu'a fait Jean Monnet après la guerre. Vous savez que le général de Gaulle, à propos du plan, disait « l'ardente obligation du plan ». Ardente obligation du plan. Alors vous avez été témoin, j'ai été fortement moqué pendant un grand nombre d'années et pas mal de décennies parce que je défendais cette idée. Et puis, le président de la République a bien voulu dire qu'après tout, on vérifiait dans le Covid que c'est parce qu'on n'avait pas eu des plans sur un très grand nombre d'équipements, de dispositifs médicaux qu'on était dans la situation où on était. Alors il m'a dit essayez de le recréer. Et on l'a fait. Et tout d'un coup, alors je vous passe les lazzi, hein. C'était le retour au Gosplan stalinien, léniniste, je ne sais pas quoi, enfin, on a lu tout ça, c'est sous des plumes autorisées. Hein. Et 2 ans après, on ne parle plus que du plan dans tous les domaines de l'action publique. On veut planifier écologiquement, on veut planifier médicalement, on veut planifier... J'ai un petit goût de victoire quand je vois ça. Mais j'ai l'habitude. Edgar Faure, que vous savez, l'homme d'État de la 4e République et des débuts de la 5e, il a écrit ses mémoires. Et le titre des mémoires d'Edgar Faure, c'est « Avoir toujours raison, c'est un grand tort ». Voilà, il y a des parentés comme ça. Et donc ça, c'est la première option qui permet en effet que le concert des opinions
puisse se référer à quelque chose qu'on partage pour l'avenir. Ça n'est pas immédiatement dans l'actualité que se situe l'essentiel de l'action publique. C'est dans le long terme. Et il m'est souvent arrivé de dire, les Chinois, j'observe beaucoup, comment ne pas observer 1,4 milliard de personnes et un régime comme il n'y en a jamais eu. Les Chinois raisonnent à 30 ans. C'est leur horizon de temps. Nous, si on raisonne à 30 jours, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont de la vision. Je ne plaisante pas, je dis ça avec tristesse, parce que la vérité, c'est que c'est les sondages qui conduisent l'action publique. Je dis souvent, ce n'est pas les gouvernants qui gouvernent, c'est l'opinion qui gouverne, au travers de ce que les gouvernants ressentent de ces attentes. C'est pourquoi vous avez, chacune d'entre vous, toi et toi, vous avez des responsabilités majeures dans le destin du pays, pas seulement parce que vous votez, mais parce que vous transformez la vision de ceux qui vous entourent. C'est un militantisme de tous les jours, de conviction à faire partager. Donc ça, c'est la première idée. Il y a une deuxième idée que le président de la République a eue, et ça, je n'y étais pour rien, c'était cette idée de concertation en continu sur les fondamentaux du pays, qu'il a appelé refondation. Conseil national de la refondation, pour faire écho au Conseil national de la résistance, bien entendu. C'est une idée très fructueuse. Au début, je n'étais pas enthousiaste parce qu'on parlait de tirage au sort. Et le tirage au sort, ce n'est pas quelque chose dans quoi je me reconnais, je l'avoue humblement. Il y a des débats entre nous, Erwan, je ne sais pas où il est passé, Erwan Balanan, il est là-bas. On a des débats entre nous sur ce sujet. Mais quand le président de la République a précisé qu'il s'agissait de faire représenter toutes les forces sociales, les entreprises, les syndicats, les mouvements des élus, les grandes associations d'élus, les associations de jeunesse, les associations écologistes, et de les inviter à poser ensemble les problèmes de notre avenir, alors là, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Et comme de surcroît, il m'a proposé, peut-être imprudemment, de prendre une responsabilité d'organisation dans ce grand mouvement. Alors là, je trouve que c'est intéressant. Faire précéder, ouvrez les guillemets, faire précéder toutes les grandes réformes par un travail de concertation, de consultation, de croisement des convictions et des expériences. Et après, ça peut aller vite, j'en dirai un mot, et après seulement entrer dans la partie décisionnelle et législative des réformes, alors il me semble que là, nous sommes dans la démocratie au sens propre du terme, pas dans la démocratie qui suppose que les uns vont trancher contre les autres par un passage en force. Et donc, je pense qu'il est légitime et important que nous défendions cette vision. Alors naturellement, je le fais sur les retraites. Je vais vous dire 2 choses sur les retraites. 3. 1, je considère que la réforme est indispensable pour trouver un équilibre pour les régimes de retraite dans le futur et dans le long terme. Je considère que c'est indispensable, vital. 2, je suis persuadé qu'un très grand nombre de Français sont persuadés de cette nécessité. Parce qu'ils voient bien ce qu'il en est des problèmes démographiques et qu'il y a beaucoup plus de gens à la retraite qu'autrefois par rapport aux gens qui travaillent et qui fournissent le versement des pensions tous les mois. Persuadés de ça. Mais 3, personne ne leur donne des éléments précis sur cette affaire. Le nombre d'amis qui me disent « Mais François, est-ce que c'est bien utile ?» Parce qu'il y a des rapports du corps qui disent que c'est pas vrai, que c'est pas nécessaire, que les régimes sont équilibrés, que ça n'est pas une nécessité, que c'est pas fait pour ça. Mais je suis absolument certain qu'on peut établir des éléments indiscutables, les donner à connaître aux Français et aux forces sociales qui organisent les Français pour que chacun se forme sa conviction sur ce sujet. Et ça ne prend pas des années.
On me dit, mais ça fait des années qu'on discute. On discute peut-être, mais les Français n'en savent rien. Je ne sais pas, autour de vous, aucun de ces éléments n'est connu. Combien ça coûte? Combien ça peut durer avant qu'on ne mette en cause le paiement des pensions? Mais c'est des éléments qu'on doit aux citoyens. C'est même pas qu'on doit leur faire plaisir. C'est que c'est un devoir, quand on est gouvernant, de partager les raisons de l'action avec ceux qui vous ont donné la mission de les gouverner. Alors j'entends des critiques qui disent « mais ça va traîner, on ne fera plus rien ». Je me permets de signaler que, en refusant cette méthode, on a bloqué les réformes pendant des décennies. J'étais au gouvernement au moment du plan Juppé. Et quelques-uns d'entre vous étaient à la fondation de Force démocrate pendant les grandes grèves de cet hiver-là, à Lyon. On avait traversé la France en stop, si j'ose dire, tous en voiture, parce que tous les transports en commun étaient bloqués au mois de décembre 1995. Et donc, c'est évident pour moi que... Et puis vous prenez les réformes successives, jusqu'à la dernière, sous le gouvernement d'Édouard Philippe, tout s'est bloqué. J'avais dit au moment des Gilets jaunes, pardon de me citer, je sentais venir les Gilets jaunes, et j'ai fait une interview un peu dans le genre de ces jours-ci, pour dire attention sur la taxe carbone, il faut trouver un moyen d'adaptation parce que les plus pauvres ne supportent plus la montée en flèche du prix du carburant. Et cherchons une adaptation qui permette de faire varier la taxe carbone en fonction du prix du brut. C'est une idée qui avait déjà été évoquée. Bon. Et j'avais dit, on ne gouverne pas contre le peuple. Je suis absolument persuadé de ça. Les gouvernants portent des réformes, elles sont souvent bien inspirées, mais s'ils n'ont pas le soutien du peuple qui les a élus, ces réformes sont bloquées et ne passent pas. Parce que la société est tellement éruptive, tellement capable de s'enflammer, et même de violence. On l'a vu à des moments dont nous avons tous la mémoire. La société est tellement éruptive qu'il faut se donner pour objectif de la convaincre avant de l'entraîner. Nos concitoyens sont tous sur les réseaux sociaux, ils suivent tous les télés en continu. Ils ont besoin d'éléments du choix. Et le travail que nous avons à faire dans le Conseil de la refondation ou tout autre organisme qui traitera de cette question des retraites, nous pouvons le faire très vite. Moi, je dis 4 mois suffisent. 4 mois, ça nous porte au début de l'année 2023. Le président de la République a dit « Je veux que cette réforme soit en place à l'été 2023 ». On est dans l'agenda. Et s'il faut, une fois que le débat a eu lieu, qu'on a partagé les raisons avec les citoyens, qu'on a montré quelle était l'inspiration du pouvoir, parce que ce n'est pas une réforme pour les gouvernants, ce n'est pas une réforme pour les partis politiques de la majorité, ce n'est pas une réforme pour un avantage idéologique, c'est une réforme pour les Français, pour continuer à payer les pensions, même quand la société française avancera en âge. Et puis, ce n'est pas seulement une réforme budgétaire, c'est une réforme de société. La retraite, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous pendant ces jours-ci. La retraite, pour une femme, pour un homme, c'est un moment très important d'entrer dans une nouvelle manière de vivre. Et il arrive qu'à l'âge de la retraite, on soit usé. Moi, je pense beaucoup
aux jeunes femmes qui travaillent, aux jeunes ou parfois moins jeunes femmes qui travaillent au CCAS dans ma ville et qui doivent lever des personnes âgées qui parfois pèsent 90 kilos et parfois plus. Et alors bien sûr, elles ont ce qu'on appelle des affections musculo-squelettiques, mal au dos. Elles n'en peuvent plus, je pense toujours ça. Dans les rues de Paris, il y a assez souvent des ouvriers qui réparent les trottoirs avec du goudron liquide, brûlant. Et ils ont une taloche, et ils talochent le goudron liquide dans une température qui doit avoisiner les 60 degrés, avec les vapeurs de goudron. Moi, je ne vais pas leur demander de rester jusqu'à 65 ans dans ces activités-là. Alors ça veut dire deux choses. Un, l'âge de la retraite, il est fonction de la vie de chacun. Et j'aimerais qu'il soit fonction de son choix. La retraite choisie, vous savez que je me suis battu beaucoup pour la retraite par points. C'était l'idée que chacun choisit son départ à la retraite. Et on peut tout à fait imaginer, en aidant à ce choix, d'inciter à l'allongement du travail. Mais l'incitation, ça respecte la liberté de chacun. Par exemple, j'ai souvent proposé l'idée qu'on puisse continuer à travailler en touchant une partie de sa retraite. Vous avez un revenu, vous pouvez continuer le travail, et ça arrive il y a beaucoup de gens qui sont en pleine forme au moment de prendre sa retraite. Je veux dire, on a à imaginer, à inventer des approches nouvelles. Très souvent on dit, mais on a discuté de ça pendant des années. Est-ce qu'on a exploré toutes les pistes? Je ne le crois pas. Et c'est pourquoi je dis, prenons un temps court dans lequel on fera deux choses ensemble. Premièrement, on partagera des éléments factuels indiscutables. On se mettra d'accord, si on peut se mettre d'accord. J'aperçois déjà 2 ou 3 sujets sur lesquels il y aura des interprétations différentes. Mais si les chiffres sont les chiffres, on peut arriver à les établir. On se mettra d'accord et on regardera de bonne foi si on peut imaginer des sorties plus positives, plus respectueuses de ce que nous avons voulu faire. Après tout, vous avez les parlementaires discuter pendant des mois et des mois sur Nicolas, sur la loi précédente sur les retraites. On n'est pas aux pièces. Prendre 3 ou 4 mois pour réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, ça compte, mais pour la réforme elle-même. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas que la question des retraites. Il y a la question de la méthode de réforme qu'on peut suivre pour le pays. Moi, je crois qu'on n'a pas trouvé la clé. Et qu'avec cette idée, qui est, je rappelle, celle du président de la République, qu'on va partager les éléments essentiels qui nourrissent la décision, je pense qu'on fait un pas décisif dans une méthode de réforme qui sera plus respectueuse, plus moderne et plus efficace, parce qu'on arrivera à la réforme alors qu'autrement on bloquera. Alors cette idée d'une méthode de réformisme démocratique, je la crois fructueuse. Je pense que cette manière de reconnaître dans toute sa légitimité les idées de chacun, la démarche de chacun, derrière tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement précieux qui pour moi est une redéfinition de la démocratie telle que nous l'avons vécue. J'ai mis très longtemps à comprendre que je croyais ce que je vais vous dire. Je ne savais pas ce que je croyais.
j'avais l'impression que je croyais la même chose que les autres, et puis j'ai fini par penser que ce n'était pas vrai. Je pense que la démocratie, ce n'est pas ce que tout le monde croit, parce que tout le monde croit que la démocratie, c'est faire triompher ses opinions sur les opinions des autres. Et moi, je crois, tout à l'heure Marc l'a évoqué, je pense que la vraie démocratie, c'est pas ça. La vraie démocratie, c'est faire reconnaître la légitimité de son opinion, tout en acceptant la légitimité des opinions des autres. Et ce que j'appelle la symphonie démocratique, chaque instrument joue son rôle dans la mélodie qu'on va émettre ensemble. Je pense que c'est très précieux si l'on y réfléchit. Et je pense que ça s'adapte à tous les domaines qu'on a évoqués ici comme des domaines en crise. Je pense que ça s'adapte à l'école. Je suis persuadé depuis des années, beaucoup d'années, qu'il y a une richesse incroyable dans les femmes et les hommes qui sont des enseignants. Chacun d'entre eux, devant sa classe, il trouve des méthodes, il invente, il fait progresser les élèves, et certains jours il est content et d'autres pas, et ceux qui font progresser leurs élèves, il y en a plein, sauf que personne ne les repère. Et la méthode de fonctionnement classique du ministère de l'Éducation, c'est on donne des instructions au sommet et on les fait appliquer à la base. On ne regarde pas ce qui se passe dans les classes, on impose une démarche qui est venue du sommet. Et moi, je crois le contraire. Je crois à la liberté pédagogique et je crois à la capacité de repérer les réussites pour qu'elles fassent tache d'huile, pour qu'elles se répandent. Je crois à ça dans le domaine de la santé. J'étais très content d'entendre François Braun, le ministre de la Santé, parce qu'il a dit une chose que je considère comme essentielle depuis longtemps, qui faisait partie des programmes que nous avons défendus devant les Français. Il a dit, bien sûr, on ne peut pas multiplier les médecins, mais on peut augmenter le temps médical. Le nombre d'heures que les médecins sont obligés de passer pour remplir de la paperasse et qui leur fait d'une certaine manière désespérer de leur métier, on peut remédier à ça. J'étais très content que le ministre de la Santé le dise. C'est partir du terrain, en reconnaître la légitimité pour imposer des réformes pour l'ensemble du pays. Et donc cette vision nouvelle que je crois nécessaire d'une démocratie qui est une démocratie fondée sur la reconnaissance réciproque. Je suis frappé de ça tous les jours dans mes fonctions locales de maire, d'animateur local et national. Le problème le plus important de la société dans laquelle nous vivons, le problème le plus important, c'est la reconnaissance. Tout le monde se sent privé de reconnaissance. Dans son métier, dans son corps d'État, dans sa manière de participer au débat public. Et au fond, les Gilets jaunes ne disaient pas autre chose, hein, avec les excès qui vont avec. Et notamment chacun des citoyens et des citoyens professionnels qui se trouvent en butte aux décisions des gouvernants qui concernent son État, tous ont le sentiment que personne ne les écoute jamais. Et je vais vous dire quelque chose, en plus je crois que c'est vrai, que la faculté d'écoute s'est émoussée, que d'une certaine manière la multiplication des réseaux d'information a fait qu'on n'écoute plus les gens qui sont enracinés sur le terrain. Et bâtir une société de la reconnaissance, plus exactement bâtir une société qui vise à devenir harmonieuse par la reconnaissance,
Ben, c'est un projet qui est à la dimension du siècle, c'est un projet qui est à la dimension de notre famille, et je vous propose, vous connaissez, de le faire construire ou de le construire ensemble. Merci beaucoup. Soldats.